Bonjour tout le monde! It's been a very long time since we've read Jules Verne. So let's look at chapter 4 today. If I remember properly, the first 3 chapters walked us through the funeral of a man who is supposedly eccentric, but his main claim to eccentricity in his lifetime was being a member of the eccentric club. And then when he died, his main eccentricity has been a very lavish, expensive funeral where he wanted the whole city to attend and march behind his coffin. He also decided there should be 6 randomly picked bearers. So I think in this chapter, entitled Les Six, we're going to learn a bit more about these 6 people. Let's go. Le lendemain, Chicago vaquait à ses multiples occupations. Les divers quartiers avaient repris leur physionomie quotidienne. Si la population ne se déroulait plus, comme la veille, le long des avenues et des boulevards, sur le passage d'un convoi funèbre, elle ne s'en intéressait pas moins aux surprises que lui réservait sans doute le testament de William J. Hippobone. Quelles clauses renfermait-il? Quelles obligations, bizarres ou non, imposait-il aux 6, et comment serait-il mis en possession de son héritage en admettant que tout cela n'aboutit pas à quelque mystification d'outre-tombe, bien digne d'un membre de l'Eccentric Club? Eh bien, cette éventualité, personne n'eût voulu l'admettre. On se refusait à croire que Miss Lacey-Wagg, messieurs Hurricane, Kimball, Tidbury, Crabbe et Réal dussent ne trouver dans cette affaire que beaucoup de déception avec beaucoup de ridicule. Assurément, il y aurait eu un moyen très simple de satisfaire la curiosité publique, d'une part, et de l'autre d'arracher les intéressés à cette incertitude qui menaçait de leur couper l'appétit et le sommeil. Il suffisait d'ouvrir le testament et d'en prendre connaissance. Mais défense formelle était faite de procéder avant le 15 courant, et maître Thornbrook n'eût jamais consenti à enfreindre les conditions imposées par le testateur. Le 15 avril, dans la salle du théâtre de l'auditorium, en présence de la nombreuse assistance qu'elle pourrait contenir, il serait donné lecture du testament de William J. Hippobone, le 15 avril, à midi, pas un jour plus tôt, pas une minute plus tard. Donc, obligation de se résigner, ce qui d'ailleurs ne ferait qu'accroître la surexcitation des cerveaux chicagois à mesure que s'approcherait la date fatale. Au surplus, les 2200 journaux quotidiens, les 15 000 autres publications hebdomadaires, mensuelles, bimensuelles des États-Unis allaient entretenir cette surexcitation. Et au total, s'il ne pouvait même par supposition pressentir les secrets du défunt, il se promettait de soumettre chacun des 6 aux tortures de l'interview, et tout d'abord d'établir leur situation sociale. Lorsqu'il aura été dit que la photographie ne se laisserait pas devancer par les journaux, que des portraits en grand ou en petit, en pied, en tête ou en buste, ne tarderaient pas à être jetés dans la circulation par centaines de mille, on admettra sans peine que les 6 fussent destinés à prendre rang parmi les personnages les plus en vue des États-Unis d'Amérique. Les reporters du Chicago Mail, qui se présentèrent chez Hodge Hurricane, au 73 Randolph Street, se virent assez mal accueillis. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» leur fut-il répondu avec une violence nullement affectée. « Je ne sais rien, je n'ai rien à vous dire. J'ai été invité à suivre le cortège, je l'ai suivi. Et encore y en avait-il 5 comme moi, en file près du char, 5 que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Et si ça finissait mal pour quelques-uns d'entre eux, ça ne m'étonnerait pas. J'étais là comme un chaland à la remorque d'un tug sans pouvoir écumer à mon aise en épanchant ma bile. Ah, ce William Hippobone, Dieu ait son âme et qu'il la garde surtout. S'il m'a joué, s'il me force à amener mon pavillon devant ces 5 intrus, qu'il prenne garde à lui et tout défunt, tout enterré qu'il est, dussé-je attendre jusqu'au jugement dernier, je saurais bien. Mais, lui objecta un des reporters courbés sous cette rafale, rien ne vous autorise à croire, monsieur Hurricane, que vous soyez exposé à une mystification, que vous ayez à regretter d'avoir été un des élus du sort. Et quand vous n'auriez pour votre part qu'un 6e de l'héritage. Un 6e? Un 6e? Riposta le bouillant interviewé d'une voix de tonnerre. Et ce 6e, suis-je seulement assuré de le toucher intégralement? Calmez-vous, de grâce, je me calmerai pas. Il n'est pas dans ma nature de me calmer. J'ai l'habitude des tempêtes, et je me suis toujours montré plus tempétueux qu'elle.
Il ne s'agit pas de tempête, fit observer le reporter. L'horizon est serein. C'est ce que nous verrons, monsieur, s'écria l'irascible américain. Et si vous occupez le public de ma personne et de mes faits, de mes gestes, attention à ce que vous direz, ou vous aurez affaire au Commodore Hurricane. C'était en effet un Commodore, Hodge Hurricane, officier de la marine des États-Unis, à la retraite depuis 6 mois, ce dont il ne pouvait se consoler. Un bon et brave marin, en somme, qui avait su toujours faire son devoir devant le feu de l'ennemi comme devant le feu du ciel. Malgré ses 52 ans, il n'avait rien perdu de son irritabilité naturelle. Que l'on se figure un homme vigoureusement constitué, taille élevée, carrure puissante, tête forte à gros yeux roulant sous des sourcils en broussailles, front un peu bas, cheveux tondus de près, menton carré agrémenté d'une barbiche qu'il fourrage sans cesse d'une main fébrile, bras solidement emmanchés, jambes régulièrement arquées, imprimant au torse ce mouvement de roulis spécial aux gens de mer. D'un caractère emporté, toujours le mors aux dents, incapable de se posséder, aussi désagréable que le peut être une créature humaine dans la vie privée comme dans la vie publique, on ne lui connaissait pas un ami. Il serait surprenant qu'un pareil type eût été marié. Aussi ne l'était-il pas. Et quelle chance pour sa femme, répétaient volontiers les mauvais plaisants. Il appartenait à cette catégorie de violents que la colère fait pâlir en déterminant un spasme du cœur, dont le corps se porte en avant, comme pour l'attaque, dont les pupilles ardentes sont en un perpétuel état de contraction, et dans la voix desquels il y a de la dureté, alors même qu'ils sont calmes, et du rugissement quand ils ne le sont pas. Lorsque les chroniqueurs du Chicago Globe vinrent frapper à la porte de l'atelier de South Hampstead Street au numéro 3997, la rue est de belle longueur, on le voit. Ils ne trouvèrent personne au logis, si ce n'est un jeune noir de 17 ans, au service de Max Réal, qui leur ouvrit. « Où est ton maître » lui demanda-t-on. « Je ne sais pas. »« Et quand est-il parti ?»« Je ne sais pas. »« Et quand reviendra-t-il ?»« Je ne sais pas. » Et en effet, Tommy ne savait pas, parce que Max Réal était sorti de grand matin sans rien dire à Tommy, lequel aimait à dormir comme un enfant et que son maître n'eût pas voulu tirer de sommeil de si bonne heure. Mais de ce que Tommy ne pouvait répondre aux demandes des reporters, il ne faudrait pas en conclure que le Chicago Globe manquerait d'informations au sujet de Max Réal. Non, ce 6 avait déjà été l'objet d'interviews fort répandues aux États-Unis. C'était un jeune peintre de talent, un paysagiste dont les toiles commençaient à se vendre à haut prix en Amérique et auquel l'avenir réservait une belle situation dans le domaine de l'art. Né à Chicago, si son nom était d'origine française, c'est qu'il descendait d'une famille canadienne de Québec. Là demeurait encore Madame Réal, veuve depuis quelques années, qui se disposait à venir s'installer près de lui dans la métropole illinoise. Max Réal adorait sa mère, qui lui rendait la même adoration, une excellente mère et un excellent fils. Aussi n'avait-il pas voulu tarder d'un jour pour la mettre au courant de ce qui s'était passé, et comment il avait été désigné pour prendre une place spéciale aux obsèques de William J. Hepburn. Il l'assurait d'ailleurs qu'il ne s'emballait guère sur les conséquences des dispositions testamentaires du défunt. Cela lui semblait drôle, voilà tout. Max Réal venait d'atteindre sa 25e année. Il tenait de sa naissance la grâce, la distinction, l'élégance du type français. Il était d'une taille au-dessus de la moyenne, châtain de cheveux et de barbe, les yeux d'un bleu foncé, la tête haute sans morgue ni raideur, la bouche souriante, la marche délibérée, indice de ce contentement intérieur d'où naît la confiance joyeuse et inaltérable. Il y avait en lui une grande expansion de cette puissance vitale qui se traduit dans les actes de l'existence par le courage et la générosité. Après s'être fait connaître comme peintre de réelle valeur, il s'était décidé à quitter le Canada pour les États-Unis, Québec pour Chicago. Son père, un officier, n'avait laissé en mourant qu'un très mince patrimoine, et s'il prétendait conquérir la fortune, c'était plus encore pour sa mère que pour lui. Bref, lorsqu'il fut constaté que Max Réal ne se trouvait pas au numéro 3997 de Halsted Street, il n'y eut point lieu d'interroger Tommy à son sujet. Le Chicago Globe en savait assez pour satisfaire la curiosité de ses lecteurs en ce qui concernait le jeune artiste. Si Max Réal n'était pas à Chicago aujourd'hui, il y était hier, et assurément,
Il serait de retour le 15 avril, ne fût-ce que pour assister à la lecture du fameux testament et compléter le groupe des 6 dans la salle de l'auditorium. Ce fut tout autre chose lorsque les reporters du Daily News Record se présentèrent au domicile d'Harris T. Kimball. Celui-là, il n'aurait pas été nécessaire d'aller le relancer à son domicile, Milwaukee Avenue 213, et il serait venu de lui-même se livrer à ses confrères. Harris T. Kimball était un journaliste, le chroniqueur en chef de la si populaire Tribune. 37 ans, taille moyenne, robuste, figure sympathique, un nez de fureteur, de petits yeux perçants, de fines oreilles faites pour tout entendre, une bouche impatiente faite pour tout répéter. Il était vif comme salpêtre, actif, débrouillard, remuant, loquace, endurant, infatigable, énergique et même grand monteur de bluff qui sont les gasconnades américaines. Ayant le sentiment bien précis de sa force, se tenant sans cesse dans l'attitude de l'action, doué d'une volonté persistante, toujours prête à se manifester par des actes de vigueur, il avait voulu rester célibataire, comme il convient à un homme qui escalade quotidiennement les murs de la vie privée. Un brave compagnon, en somme, très sûr, très estimé de ses confrères, et auquel on n'envierait pas cette bonne fortune qu'il appelait à figurer parmi les 6, en admettant qu'ils dussent réellement se partager des biens terrestres de William J. Hippobone. Non, inutile d'interroger Harris T. Kimball, car ce fut lui qui s'écria tout d'abord. Oui, mes amis, c'est bien moi en personne, qui fais partie du conseil des 6. Vous m'avez vu hier marcher à mon rang près du char. Avez-vous observé mon attitude, digne et convenable, et le soin que je mettais à ne point laisser déborder ma joie, bien que de ma vie je n'eusse assisté à de si riantes funérailles? Et quand je songe qu'il était là, près de moi, couché dans son cercueil, cet excentrique défunt, et savez-vous ce que je me disais? S'il n'était pas mort, le digne homme, s'il allait appeler du fond de sa bière, s'il allait apparaître dans toute sa vitalité, eh bien vous me croirez, je l'espère, cela serait arrivé, William J. Hippobone se fut redressé de toute sa hauteur, comme un nouveau Lazare en rupture de tombe, que je n'aurais pas eu la mauvaise pensée de lui en vouloir, de lui reprocher son intempestive résurrection. On a toujours le droit, n'est-il pas vrai, de ressusciter, à condition de ne point être mort. Voilà bien ce que dit Harris T. Kimball. Mais il aurait fallu l'entendre. Et que pensez-vous, lui demanda-t-on, de ce qui arrivera le 15 avril? Il arrivera, répondit-il, que maître Thornbrook ouvrira le testament à midi précis. Et vous ne doutez pas que les 6 seront déclarés les seuls héritiers du défunt? Naturellement. Pourquoi, je vous prie, William J. Hippobone nous aurait-il conviés à ses obsèques, sinon pour nous laisser sa fortune? Que sait-on? Il ne manquerait plus qu'il nous eût dérangés sans dédommagement. Songez donc, 11 heures de cortège! Mais n'est-il pas supposable que le testament contiendra des dispositions plus ou moins bizarres? C'est probable, et étant donné l'original, je m'attends à quelque originalité. Eh bien, si ce qu'il demande est possible, ce sera fait. Et si c'est impossible, comme on dit en France, ça se fera. Dans tous les cas, mes amis, comptez sur Harris T. Kimball. Il ne reculera pas d'une semelle. Non, pour l'honneur du journalisme, il ne reculerait pas. Qu'ils en fussent bien certains, ceux qui le connaissaient et aussi ceux qui ne le connaissaient pas, s'il s'en fût trouvé dans la population chicagoise. N'importe les conditions imposées par le défunt, le chroniqueur en chef de la Tribune les acceptait et les remplirait jusqu'au bout. S'agit-il de partir pour la Lune? Il partirait, et à moins que la respiration lui manquât, faute d'air, il ne s'arrêterait pas en route. Quel contraste entre cet Américain si résolu et son cohéritier pour un 6e, désigné sous le nom d'Herman Titbury, lequel demeurait dans ce quartier commerçant traversé du sud au nord par la longue chaussée de Ruby Street. Lorsque les envoyés de la Staatszeitung eurent sonné à la porte du numéro 77, ils ne parvinrent pas à en franchir le seuil. « Monsieur Herman Titbury, dirent-ils à travers l'entrebâillement, est-il chez lui ?» Oui, répondit une espèce de géante mal coiffée, mal tenue, une sorte de dragon femelle. Peut-il nous recevoir? Je vous ferai réponse lorsque je l'aurai demandé à Mrs. Titbury. Car il existait une Mrs. Kate Titbury, âgée de 50 ans, soit 2 ans de plus que son mari. Et la réponse que fit cette matrone, et que transmit fidèlement la servante, fut « Mr. Titbury n'a point à vous recevoir, et il s'étonne qu'on se permette de le déranger. »
Il n'était pourtant question que d'avoir accès dans son bureau, non dans son dining room, de lui demander quelques renseignements sur sa personne, non de prendre place à sa table. Cependant, la maison demeura close, et les chroniqueurs de la Stadtzeitung durent revenir bredouilles. Herman Titbury et Kate Titbury formaient bien le ménage le plus avare qui se fût jamais accouplé pour traverser de conserve cette vallée de larmes dont ils n'avaient d'ailleurs jamais versé la moindre goutte, en s'apitoyant sur le sort des malheureux. C'étaient deux cœurs arides, insensibles, faits pour battre à l'unisson. I said deux cœurs arides with an S because there should be an S here for plural. It's not printed, but it should be there. Très heureusement, cette union, le ciel avait dédaigné de la bénir, et leur lignée s'éteindrait en eux. Riches, leur fortune ne venait ni du commerce, ni de l'industrie. Non, tous deux, car la dame y avait travaillé autant que le monsieur, s'étaient livrés aux affaires interlopes des petits banquiers, des prêteurs sur gage, des acheteurs de créances à vil prix, des usuriers de bas étage, de ces loups cerviers qui dépouillent les gens en se tenant toujours dans les limites de la légalité. Cette légalité, a dit un grand romancier français, qui serait une belle chose pour les coquins, si Dieu n'existait pas. En remontant l'échelle de leurs ancêtres, et presque dès les premiers échelons, on eût rencontré les ascendants d'origine allemande, ce qui justifiait ce prénom d'Hermann porté par le dernier représentant de cette tribu teutonne. C'était un homme gros et court, roux de barbe comme sa femme était rousse de cheveux. Une santé de fer leur avait permis à tous les deux de ne jamais dépenser un demi-dollar en drogue de pharmacien ou en visite de docteur. Pourvus d'un estomac capable de tout digérer, tel que les honnêtes gens devaient être seuls à en avoir, ils vivaient de rien, et leurs servantes s'accommodaient de ce régime. Depuis que M. Titbury s'était retiré des affaires, il n'avait plus eu de relations au dehors et se laissait complètement mener par Mrs. Titbury, une maîtresse femme, aussi détestable qu'on pût l'être, et qui couchait avec ses clés, suivant l'expression populaire. Le couple occupait une maison à fenêtres étroites comme leurs idées, grillagées comme leur cœur, et qui ressemblait à un coffre-fort à secret. Du reste, leur porte ne s'ouvrait ni pour un étranger, ni pour un membre de la famille, faute de famille, ni pour des amis, puisqu'ils n'en avaient jamais eu. Et cette fois, ce fut devant les dépités chercheurs d'informations qu'elle demeura obstinément close. Il est vrai, sans interviewer directement les époux Titbury, rien de plus aisé que d'apprécier leur état d'âme, du jour où ils prirent place dans le groupe des 6. Quel effet lorsque Herman Titbury lut son nom dans le fameux numéro de la Tribune du 1er avril. Mais n'y avait-il pas d'autres Chicagois de ce nom? Aucun, du moins au 77 de Robey Street. Quant à admettre qu'il risquait d'être le jouet d'un mystificateur, allons donc! Herman Titbury se voyait déjà en possession du 6e de l'énorme fortune, et son grand regret, son dépit même, c'était de n'avoir pas été seul désigné par le sort. Aussi était-ce plus que de l'envie qu'il éprouvait pour ses 5 cohéritiers, c'était de la haine. D'accord là-dessus avec le Commodore Hurricane. Et ce que Mrs. Titbury et lui pensaient de ces intrus, mieux vaut le laisser imaginer au lecteur. Certes, le sort avait commis une de ces grossières erreurs dont il est coutumier, en appelant ce peu intéressant, ce peu sympathique personnage à recevoir une part de l'héritage de William J. Hepburn, si tant est que cela fût entré dans les intentions de cet original. Du reste, le lendemain de ses funérailles, dès 5 heures du matin, Mr. et Mrs. Titbury avaient quitté leur demeure, s'étaient rendus au cimetière d'Oakswood. Là, ils avaient fait lever le gardien, et, d'une voix où se sentait la plus vive inquiétude, « Rien de nouveau, cette nuit ?» demandèrent-ils. « Rien de nouveau, » répondit le gardien. « Ainsi, il est bien mort ?»« Aussi mort qu'on peut l'être, soyez tranquille, » déclara le brave homme, qui attendit vainement quelque gratification pour sa bonne réponse. Tranquille, oui, en effet. Le défunt ne s'était pas réveillé de l'éternel sommeil, et rien n'avait troublé le repos des sombres hôtes du champ d'Oakswoods. Monsieur et Mrs. Titbury, faudrait du coup que je décide que je dise Mr. Et Mrs. Titbury rentrèrent chez eux. Mais une fois encore, dans l'après-midi et dans la soirée, puis le lendemain, ils refirent la longue route afin de s'assurer par eux-mêmes que William J. Hepburn n'était pas revenu en ce monde sublunaire.
En voilà assez sur ce couple destiné à figurer dans cette singulière histoire, et auquel pas un de ses voisins ne vint adresser un compliment sur son heureuse chance. Lorsque les 2 reporters de la Freie Presse furent arrivés Calumet Street, non loin du lac de ce nom situé dans la partie méridionale de la ville, au milieu d'un quartier populeux et industriel, ils demandèrent aux agents où se trouvait la maison de Tom Crabb. Elle portait le numéro 7, la maison de Tom Crabb, ou, à vrai dire, celle de son entraîneur. En effet, c'était John Milner qui l'assistait dans ces mémorables luttes, dont les gentlemen sortent le plus souvent les yeux pochés, la mâchoire démantibulée, la poitrine défoncée d'une ou deux côtes, la bouche démunie de quelques dents, pour l'honneur du championnat dans une boxe nationale. Tom Crabb était donc un professionnel, actuellement le champion du Nouveau Monde, depuis qu'il avait vaincu le fameux Fitzsimmons, lequel avait vaincu cette année le non moins fameux Corbett. Les informateurs pénétrèrent sans difficulté, sans difficulté dans la maison de John Milner et furent reçus au rez-de-chaussée par ledit entraîneur. Un homme de taille ordinaire, d'une maigreur invraisemblable, la peau sur les os, mais tout muscle, tout nerf, le regard perçant, les dents aiguës, la face glabre, d'une agilité de chamois, d'une adresse de singe. « Tom Crabb » lui demanda-t-on. « Il est en train d'achever son premier déjeuner, » répondit-il d'une voix aigre. « Peut-on le voir ?»« À quel propos ?»« À propos du testament de William J. Hepburn et pour parler de lui dans notre journal. »« Ah, quand il s'agit de parler de Tom Crabb, » répliqua John Milner, « Tom Crabb est toujours visible. » Les reporters entrèrent dans la salle à manger et se trouvèrent en présence du personnage. Il avalait sa 6e tranche de jambon fumé, son 6e chanteau de pain beurré, sa 6e pinte d'half and half, en attendant le thé qui infusait dans la grosse bouilloire et les 6 petits verres de whisky qui terminaient d'ordinaire son premier repas, celui qu'il prenait à 7h30, lequel devait être suivi de 5 au cours de la journée. On voit le rôle important que jouait le chiffre 6 dans l'existence du fameux boxeur, et peut-être était-ce à sa mystérieuse influence qu'il devait de compter dans le groupe des héritiers de William J. Hepburn. Tom Crabb était un colosse, dépassant de 10 pouces les 6 pieds anglais et mesurant 3 pieds d'une épaule à l'autre, une tête volumineuse, aux cheveux durs et noirs, presque ras, tondus sur le crâne, de gros yeux bêtes de bœuf sous d'épais sourcils, le front bas et fuyant, les oreilles décollées, les maxillaires prononcés en gueule, une forte moustache coupée à la commissure des lèvres, toutes ses dents, car les formidables coups de poing ne lui en avaient pas enlevé une seule, un torse comme un muid de bière, des bras comme des bielles, des jambes comme des piliers, faites pour supporter cette énorme architecture humaine. Humaine, est-ce bien le mot juste ? Non. Animal, car il n'y avait que de l'animalité dans ce gigantesque produit. Ses organes opéraient comme ceux d'une machine lorsqu'on les mettait en jeu. Une machine qui avait pour mécanicien John Milner. Il était célèbre dans les 2 Amériques et ne se doutait guère de sa célébrité. Manger, boire, boxer, dormir. À cela se bornaient les actes de son existence, sans aucune dépense intellectuelle. Comprenait-il ce que la chance venait de faire pour lui en l'introduisant dans le groupe des 6 ? Savait-il à quel propos, la veille, il avait marché de son pas pesant près du char funèbre aux applaudissements de la foule ? Vaguement, mais son entraîneur le comprenait en son lieu et place, et tous les droits dont il serait redevable à ce coup de fortune, John Milner saurait bien les faire valoir à son profit. Il suit de là que ce fut ce dernier qui répondit à l'interview des reporters au sujet de Tom Crabb. Il leur fournit tous les détails de nature à intéresser les lecteurs de la Freie Presse. Son poids personnel, 533 livres avant ses repas et 540 après. Sa taille, exactement les 6 pieds 10 pouces comme il a été dit. Sa force, mesurée au dynamomètre, 75 kg, celle d'un cheval vapeur. Sa puissance maximale de contraction aux mâchoires. Et que pouvait-on demander de plus pour écrire un article de 100 lignes sur Tom Crabb ? Il ne parle guère, fit observer un des journalistes. Le moins possible, répondit John Milner. À quoi bon s'user la langue ? Peut-être ne pense-t-il pas davantage ? À quoi lui servirait de penser ? À rien, monsieur Milner. Tom Crabb n'est qu'un point, ajouta l'entraîneur. Un point fermé, aussi prompt à l'attaque qu'à la riposte. Et lorsque les reporters de la Freie Presse furent sortis, « Une brute, dit l'un. « Et quelle brute, répondit l'autre.
Et assurément, ce n'était pas de John Milner qu'il voulait parler. Lorsqu'on se transporte vers le nord-ouest de la ville, après avoir dépassé le boulevard Humboldt, on pénètre dans le 27e quartier. Ici, l'agitation est moins grande, la population moins affairée. Le visiteur pourrait se croire en province, bien que cette locution n'ait aucune signification aux États-Unis. Au-delà de Wabansia Avenue se rencontre la partie inférieure de Sheridan Street. En allant jusqu'au numéro 19, on se trouve devant une maison de modeste apparence, à 17 étages, peuplée d'une centaine de locataires. C'est là, au 9e, que Lizzie Wagg occupait un petit appartement de 2 pièces, où elle ne rentrait qu'après sa journée faite dans les magasins de nouveautés de Marshallfield, comme sous-caissière. Lizzie Wagg appartenait à une honorable et peu aisée famille, dont il ne restait plus qu'elle. Aussi, bien élevée, instruite comme le sont la plupart des jeunes filles américaines, après des revers de fortune et la mort de son père et de sa mère prématurément enlevés, avait-elle dû demander au travail les moyens de suffire à son existence. En effet, M. Wagg s'était vu dépouillé de tout ce qu'il possédait dans une malheureuse affaire d'assurance maritime, et la liquidation poursuivie en vue des intérêts de sa fille n'avait donné aucun résultat. Lizzie Wagg, douée d'un caractère énergique, d'un jugement sûr, d'une intelligence pénétrante, calme et maîtresse d'elle-même, eut assez de force morale pour ne point perdre courage. Grâce à l'intervention de quelques amis de sa famille, elle fut recommandée au chef de la maison Marshallfield, et depuis 15 mois, elle y avait acquis une situation avantageuse. C'était une charmante jeune fille, qui venait d'atteindre sa 21e année. Taille moyenne, cheveux blonds, yeux bleu foncé, belle carnation qui indique la bonne santé, démarche élégante, physionomie un peu sérieuse qu'animait parfois un sourire à travers lequel étincelaient de jolies dents. Aimable, affable, obligeante, serviable, bienveillante, elle ne comptait que des amis parmi ses compagnes. De goût très simple, très modeste, sans ambition, sans jamais s'abandonner à des rêves où tant d'autres s'égarent, Lizzie Wagg fut certainement, et de beaucoup, la moins émue des 6, lorsqu'elle apprit que le sort l'appelait à figurer dans le cortège funèbre. D'abord, elle voulut refuser. Cette sorte d'exhibition ne lui allait nullement. Son nom et sa personne exposés à la curiosité publique, cela lui inspirait une répugnance profonde. Il fallut qu'elle fît violence à ses sentiments, des plus honorables d'ailleurs, et ce fut le cœur gros, le front rougissant, qu'elle prit place près du char. Il convient de dire que la plus intime de ses amies avait tout fait pour vaincre sa résistance. C'était la vive, la joyeuse, la rieuse Jovita Foley. 25 ans, ni laide, ni belle, et elle le savait, mais la physionomie pétillante de malice et d'esprit, très fine, très déliée, d'excellente nature en somme, et que la plus étroite affection unissait à Lizzie Wagg. Ces 2 jeunes filles habitaient le même appartement, et après la journée passée dans les magasins de Marshallfield, où Jovita Foley était première vendeuse, elles rentraient ensemble. On les eut rarement vues l'une sans l'autre. Mais si Lizzie Wagg, en cette circonstance, finit par céder aux irrésistibles sollicitations de sa compagne, elle ne consentit pas du moins à recevoir les chroniqueurs du Chicago Herald, qui se présentèrent le soir même au numéro 19 de Sheridan Street. En vain, Jovita Foley engagea-t-elle son amie à se montrer moins farouche. Celle-ci ne voulut se prêter à aucune interview. Après les reporters, ce seraient les photographes qui viendraient braquer sur elle leur indiscret objectif. Après les photographes, ce seraient les curieux de toutes sortes. Non, mieux valait fermer la maison à ces importuns. Quoi qu'en eût Jovita Foley, c'était le plus sage, et le Chicago Herald fut privé de servir à ses lecteurs un article sensationnel. « Soit, dit Jovita Foley lorsque les journalistes furent partis, l'oreille basse, tu as consigné ta porte, mais tu n'échapperas pas à l'attention publique. Ah, si c'eût été moi. Aussi je te préviens, Lizzie, que je saurais bien te forcer à remplir toutes les conditions du testament. Songe donc, ma chérie, cette part d'un invraisemblable héritage. L'héritage, je n'y crois guère, Jovita, répondit Lizzie Wagg, et si ce n'est là que le caprice d'un mystificateur, j'en aurai peu de regrets. Voilà bien ma Lizzie, s'écria Jovita Foley en l'attirant près d'elle. Peu de regrets, quand il s'agit d'une fortune. Est-ce que nous ne sommes pas heureuses? D'accord, mais si c'était moi, répétait l'ambitieuse jeune personne. Eh bien, si c'était toi? Et d'abord, nous partagerions, chère Lizzie. Comme je le ferais, n'en doute pas, répondit Miss Wagg en riant des promesses éventuelles de son enthousiaste amie.
Dieu que je voudrais être au 15 avril, reprit Jovita affolée. Et combien le temps me semblera long. Je vais compter les heures, les minutes. Épargne-moi les secondes, repartit Lizzie Wag. Vrai, il y en aurait trop. Peut-on plaisanter quand il s'agit d'une affaire si grave? Des millions de dollars qu'elle doit rapporter. Ou plutôt des millions d'ennuis, de tracas, ainsi que j'en ai eu pendant toute cette journée. Tu es trop difficile, Lizzie. Et vois-tu, Jovita, je me demande avec inquiétude comment cela finira. Ça finira par la fin, s'écria Jovita affolée, comme toute chose en ce monde. Tel était donc le succinct de cohéritiers. On ne doutait pas qu'ils fussent appelés à se partager l'énorme succession que William J. Hepburn avait conviée à ses funérailles. Ces mortels privilégiés entre tous n'avaient plus qu'à prendre patience pendant une quinzaine de jours. Enfin, ces 2 longues semaines s'écoulèrent et le 15 avril arriva. Ce matin-là, suivant la condition imposée par le testament, en présence de M. George B. Higginbotham, assisté de maître Thornbrook, Lizzie Wag, Max Real, Tom Crabbe, Herman Titbury, Harris T. Kimball et Hodge Orrican vinrent déposer leurs cartes sur le tombeau de William J. Hepburn. Puis la pierre sépulcrale fut rabattue sur le cercueil. L'excentrique défunt n'aurait plus à recevoir aucune visite au cimetière d'Oaks Woods. And this is it for chapter 4, which was recorded in 3, 4 or 5 different goes, I forget. So hopefully that was nice. I don't know if I'll carry on with this book because it's getting a little bit, I don't know. So I might look into other types of audiobooks we could look at. I don't really know because it's quite a long one and I'm thinking, on the other hand, I'm typically a good one to start things and not finish them, so it would be nice to finish something I've started. So let me know in the comments below if that's something that you want to see the end of, and I will see you in another video. Bye! Monsieur Herman Titbury, dirent-ils à travers entre... 3, 4...